Ça, c'est ma mère qui finit son premier Hyrox à 73 ans. On l'a fait en duo et avant de commencer, elle n'avait pas couru 8 km depuis une bonne dizaine d'années. Donc si tu veux faire un Hyrox avec ton père ou ta mère ou n'importe qui compte sur toi, pour toi, on va essayer de voir tout ce qu'il faut savoir pour que ça se passe bien, pour éviter la blessure et pour prendre le max de plaisir. Donc dans un premier temps, il faut voir si ta mère ou ton père est actif ou pas. C'est-à-dire quand j'entends actif, est-ce qu'elle marche régulièrement? Est-ce qu'elle fait du vélo? Est-ce qu'elle s'entraîne en salle de sport? Ou au contraire, est-ce qu'elle est totalement déconditionnée, a un travail sédentaire et ne fait plus de sport depuis plusieurs années? Dans le premier des cas, on peut espérer qu'en 3 mois de préparation, ça puisse passer. Dans le deuxième des cas, il faut peut-être aller chercher du 6 mois ou plus de préparation. Nous, on était plutôt, malgré le fait que ma mère soit active au quotidien, on était plutôt dans le deuxième cas. J'ai été très conservateur, je ne voulais pas qu'elle se fasse mal et je voulais qu'elle prenne un maximum de plaisir. Donc voilà, il faudra plutôt jouer sur la fréquence plutôt que sur l'intensité, c'est-à-dire qu'elle ait régulièrement stimulé son corps à courir, à porter un petit peu des charges, plutôt que sur l'intensité de travailler trop fort, trop longtemps, trop vite. C'est ce qui permet d'éviter la fameuse tendinopathie ou la douleur articulaire à laquelle vous ne sauriez pas réagir ou vous auriez peur d'aggraver le problème en continuant et du coup vous prenez du retard dans la préparation, voire même vous abandonnez et du coup vous n'allez pas aller au bout du projet et prendre du plaisir. Donc le but c'est vraiment de vous apporter les connaissances et, pour éviter tout ça. Donc dans un premier temps, qu'est-ce qu'un Hyrox? Un Hyrox c'est une course où on alterne 1 kilomètre de course à pied et une station. Les stations, c'est un exercice de fitness qui a été sélectionné par Hyrox, qui est une marque. C'est toujours le même ordre, c'est toujours les mêmes exercices pour l'instant. La première station, c'est le ski erg, donc c'est un ergomètre où vous avez des poignées, vous stimulez le geste de ski. La deuxième station, c'est le sled push, donc vous allez pousser un chariot avec du poids dessus. La troisième station, c'est le sled pull, vous allez tirer le chariot avec le poids dessus. La quatrième station, c'est les burpees, broad jump, donc vous allez vous mettre au sol, vous relever, faire un saut en avant, vous allez avancer comme ça. La cinquième station, c'est du rameur, classique, indoor. La sixième station, c'est du farmer walk, donc vous allez marcher avec des kettlebells dans les mains. Donc c'est des poids dans les mains. La septième station, c'est les fentes, marcher avec un sac de poids sur le dos. Et la dernière station, c'est les wall ball shots, donc vous avez un ballon dans les mains, vous descendez en squat et vous remontez, vous jetez le ballon en visant une cible. Il faut savoir que ça se fait en individuel et en binôme, vous avez le choix. En individuel, vous courez, vous faites les stations tout seul. Il y a 2 catégories, hommes ou femmes. Et dans les catégories hommes ou femmes, vous avez 2 catégories, open ou pro. La différence, ce sera les charges. Quand vous faites ça en binôme, soit vous faites ça en binôme femmes, et dans ce cas-là, vous avez les charges des femmes. Soit vous faites ça en binôme mixte, et dans ce cas-là, vous avez les charges des hommes open. Soit vous faites ça en binôme homme, et dans ce cas-là, vous avez les charges des hommes open aussi. Je ne sais pas s'il y a des binômes pro. À vous de me dire. Quoi qu'il en soit, quand vous êtes en binôme femme, les charges sur le sled, ça sera 102 kg pour le pousser et 70 au tiré, je crois. Les farmer walk, ce sera 2 fois 16 kg. Les fentes, ce sera un sac de 10 kg. Et les wall balls, un ballon de 4 kg. Alors que quand vous êtes en binôme homme ou en binôme mixte, comme c'était le cas de moi et ma mère, ce sera les charges des hommes en open. Donc le sled est à 152 kg à pousser, à 100 kg ou 102 kg à tirer. Les farmer walk, ce sera 2 fois 24 kg. Les fentes, ce sera un sandbag, donc un sac de sable de 20 kg. Et le ballon est un ballon de 6 kg pour les wall balls. C'est quelque chose qui est vraiment à prendre en compte parce que, par exemple, pour ma mère, c'était des poids qui étaient vraiment relativement lourds. Elle pèse 48 kg. Donc le farmer walk, c'était son poids de corps. Le sled push, c'était 3 fois son poids de corps. Le sled pull, c'était 2 fois son poids de corps. C'est pas négligeable. Donc je trouve que c'est beaucoup plus accessible pour une femme de le faire en duo avec une autre femme. Mais bon, ça dépend, comme je disais, du niveau de la personne. Pensez bien à ça, ça peut vraiment vous arrêter.
Alors la chance, c'est que vous devez courir ensemble absolument, mais sur les stations, vous pouvez très bien en faire plus que votre partenaire. C'est-à-dire que, par exemple, sur une station, vous pouvez faire 3/4 de la station et votre partenaire faire qu'un quart. Voire même, vous pouvez tout faire et votre partenaire ne rien faire. Donc ça va vous permettre de relayer et du coup, c'est pour ça que c'est la course à pied qui est la vraie priorité parce que la course à pied, vous ne pourrez pas la faire à la place de votre partenaire. Donc si vous devez retenir une chose, c'est que vous devez donner la priorité à la course à pied dans votre préparation pour prendre le maximum de plaisir. Avant de vouloir pousser lourd, avant de vouloir faire des wall ball shots. Au total, il y a 8 km de course, 8 fois 1000 mètres. C'est pas rien. En fonction de l'allure à laquelle vous courez, on parle de, pour les meilleurs, moins de 30 minutes, mais pour quelqu'un qui ne court pas habituellement, 1 heure de course à pied. Fractionné, mais 1 heure quand même. Et donc à la fois, vous, il va falloir accepter de courir lentement pour motiver votre partenaire, et à la fois, il va falloir entraîner suffisamment votre partenaire pour qu'elle puisse supporter cette allure-là. Surtout qu'il y a c'est ce qu'on appelle du run sous fatigue, hein, parce que vous allez courir avec les jambes déjà un petit peu fatiguées des stations. Ça, faut pas le négliger. Un plan de préparation de course à pied, surtout quand on part de zéro, il faut jouer sur la fréquence. Donc il y a les 3-4 fois par semaine sur des petites distances. Au début, on peut même commencer par 5 minutes de course à pied. On peut même alterner de la course et de la marche. En tant que kiné, on fait beaucoup ça. On fait reprendre les gens à courir en alternant par exemple 1 minute de course, 1 minute de marche. Sur 5 fois, 6 fois, on augmente progressivement les intervalles jusqu'à arriver à du 10 fois, 1 minute, 1 minute. Après, on peut redescendre sur des intervalles de 2 minutes de course, 1 minute de marche, 3 minutes de course, 1 minute de marche. Et en fait, en essayant de faire ça, on augmente progressivement le volume. L'objectif, je trouve, qui est proche du stimuli final, c'est d'arriver à chercher 6 à 10 intervalles de 6 à 8 minutes. Pas besoin forcément de faire plus. Et pour ça, ça peut prendre, comme je disais, 3 à 6 mois, parce que parfois vous allez avoir des petites douleurs. Donc ça veut dire que vous êtes déjà pas loin de la limite. Il ne faut pas aller chercher à forcer dans la douleur. C'est pas no pain no gain, ça marche pas comme ça. Au contraire, quand vous avez une petite douleur, vous notez ça sur votre programme d'entraînement. Et soit vous revenez une séance en arrière, soit vous prenez 1 ou 2 jours de pause et vous recommencez cette séance jusqu'à qu'elle passe. Il ne faut pas brûler les étapes. Votre corps, il a une tolérance au stress mécanique, ce qu'on appelle, c'est-à-dire que vous allez mettre du stress mécanique via l'activité physique, via votre travail, via votre vie globalement. Et au-delà d'un certain seuil, vous allez avoir des déclenchements de douleur ou une blessure. Si vous ne déplacez jamais ce seuil, en théorie, vous ne vous blessez pas. Et à l'inverse, vous avez un seuil minimal d'adaptation, c'est-à-dire que si vous ne faites rien, vous vous déconditionnez. Donc il va falloir essayer de jouer entre ces deux seuils, le seuil minimum et le seuil maximum, pour augmenter la tolérance au stress de votre corps. C'est-à-dire que si vous arrivez à rester intelligemment entre ces deux seuils, votre corps va avoir une tolérance au stress mécanique qui va augmenter. Donc pour un stimuli qui auparavant vous aurait blessé, vous ne vous blesserez plus. C'est le principe de l'entraînement. Et à l'inverse, si vous arrêtez de vous entraîner, votre tolérance au stress mécanique, elle diminue. Et donc pour un stimuli qui auparavant ne vous blessait pas, et là, vous risquez de vous faire mal. C'est une notion qu'on partage beaucoup à nos patients qui courent et qui n'ont pas conscience du volume qu'ils font, du fait que c'est important de faire des semaines de décharge, c'est-à-dire de baisser de temps en temps le volume pour rester justement entre ces deux seuils. Quand ça va bien, on a tendance à vouloir en faire toujours plus, mais ce n'est pas forcément une bonne idée. Less is more, comme disent les Américains. Donc comment on réagit quand on a une petite douleur? Déjà, on essaie de comprendre pourquoi, on vérifie le kilométrage des chaussures, on vérifie pourquoi pas sa technique de course, son alimentation, sa récupération, son sommeil. Et dans un second temps, si ça dure, on va consulter un médecin du sport, pourquoi pas un kinésithérapeute du sport pour vite prendre en charge le bobo et éviter que ça s'aggrave. Il ne faut surtout pas tirer dans la douleur, surtout quand on a un âge avancé. Et il faut savoir que la course à pied, à n'importe quel âge, vous pouvez reprendre et à n'importe quel âge, ce sera bon pour votre santé. Okay, ça renforce les muscles, ça renforce les os, ça renforce les articulations. Comme je disais, ça va augmenter votre tolérance au stress mécanique. Donc pour tous les problèmes du vieillissement, à savoir la fonte musculaire, la perte de densité osseuse, c'est un super stimuli. Il faut juste faire attention au dosage, c'est comme tout. Même à forte dose, l'eau peut être un poison. Donc attention à la dose. Ensuite,
les 8 stations que je vous ai citées précédemment, la plus compliquée pour ma mère, ça a été les wall ball shots. Ça demande une coordination et un minimum de force dans les membres supérieurs. Et c'est pas évident. Elle avait un ballon de 6 kg, je pense qu'avec le ballon de 4, ça serait bien passé. Donc ça demande à la fois énormément de mobilité parce que vous allez devoir faire un squat complet sous les 90 degrés, puis remonter et utiliser l'énergie du membre inférieur pour transférer l'énergie dans le membre supérieur, pour lancer le ballon qui est lesté et viser une cible. Donc ça demande aussi de la coordination, de l'adresse, de la mobilité, de la force. C'est vraiment un des exercices les plus techniques et qui se rapproche presque de l'haltérophilie en fait finalement. Donc il va falloir insister sur un travail de mobilité de cheville, parce que sans mobilité de cheville, vous n'allez jamais pouvoir descendre sous les 90 degrés en squat. Et tout comme une bonne mobilité de cheville, une bonne mobilité de hanche. Donc là, je vous renvoie vers les vidéos YouTube pour améliorer votre mobilité de cheville et mobilité de hanche. Il y en a plein sur le sujet, je peux même vous en mettre des extraits. Et ça va vous permettre vous faites ça à l'échauffement de vos séances de renforcement ou de course à pied. Et derrière, vous faites votre activité, vous faites votre exercice. De cette manière, vous allez éviter d'avoir des douleurs pendant l'activité et après l'activité. Et à force de faire de la mobilité, vous vous assouplissez et votre corps vous permettra d'y aller. Ensuite, la deuxième chose à ne pas négliger sur les wall balls, c'est la force des membres supérieurs. Donc à la maison, il faut bouffer des pompes. En salle de sport, il faut bouffer du strict press, du développé couché et consorts afin que le ballon paraisse plus léger. Et enfin, la force des membres inférieurs sur du squat. Au début délesté, pourquoi pas, au TRX pour encore une fois travailler un peu la souplesse. Mais après avec un kettlebell pour faire des goblet squats ou une barre pour faire du back squat. Deuxième exercice piège, c'était les fentes, parce que ma mère, elle ne pouvait pas poser un genou au sol il y a un an. Et c'est dû à la fois à des facteurs tissulaires, physiologiques, et des facteurs psychologiques, parce qu'on a peur de s'aggraver son problème et sa douleur en faisant ce genre d'exercice. Donc on a fait un vrai travail progressif en délestant au début avec le TRX ou les anneaux. On lui a enlevé du poids de corps pour qu'elle puisse faire des fentes sans douleur, réhabituer le corps, et petit à petit on est passé sur du poids du corps. Petit à petit on a lesté avec des haltères. Et là elle m'a bluffé à réussir à faire des fentes à 20 kg. On avait aussi, je lui avais prescrit des petites attelles de genoux pour amortir un peu le choc du genou au sol le jour J. Mais je pense que ça a eu plutôt un impact psychologique que réel. Ensuite, les stations qui font moins peur qu'on croit. Finalement, les ergomètres, le ski erg et le rameur, c'est vraiment accessible à tout le monde. D'ailleurs, la plupart des gens au CrossFit qui ne peuvent pas courir au début, on les met sur le rameur. Parce que justement, quel que soit le poids de corps, quel que soit le niveau de tolérance au stress, comme c'est des sports qui sont portés, il y a très peu de contraintes mécaniques et finalement, c'est que cardio. Donc juste faire attention à ne pas s'emballer sur la vitesse. Le farmer carry, ça a beau être lourd avec la magnésie, en prenant intelligemment le poids sur l'avant et en faisant des pauses régulières, il n'y a aucun souci sur ça. Vous pouvez faire n'importe quelle distance, vous pouvez vous relayer à tout moment, donc ça, il n'y a pas de souci. Les burpees broad jump, il faut prendre le temps et respecter les règles. Il y a 80 mètres, tu t'allonges au sol, tu remontes un pas, deux pas, tu sautes en avant. C'est pas si horrible. En fait, et puis c'est un super exercice à travailler quand on vieillit pour savoir se relever du sol en cas de chute. Donc ça fait plus peur que c'est difficile. Le sled, c'est un peu le cas à part. C'est pas facile de travailler ça à la maison en plus. Donc ouais, faut pousser quelque chose et tirer quelque chose de très très lourd. À la fois, c'est très instinctif. On a tous poussé des chariots ou poussé des meubles dans notre vie. C'est juste que là, il y a 150 kilos. Donc, clairement, ma mère, elle n'a jamais réussi en dehors de l'Aerox. Et le jour de l'Aerox, elle l'a poussé de 1 mètre. J'étais choqué. Donc, trop cool. Là, vous n'aurez pas le choix d'aller faire du spécifique, c'est-à-dire d'aller dans une box de CrossFit ou dans une salle de sport équipée pour essayer progressivement. C'est du spécifique, donc ça ne sert à rien de s'exciter. Vous pouvez faire ça le dernier mois. Et puis au pire, si vous avez la capacité, vous en ferez plus que votre partenaire. Le but, c'est juste qu'elle essaye et que ça se passe bien. Et pour faire une petite discrétion, c'est quand même un super exercice de chaîne postérieure. Donc tout ce qui est pattern de hanche. Vous poussez fort avec vos fessiers, vos ischios, vos mollets. C'est une bête d'exercice pour développer la force sans porter de charge.
Donc ça peut être très intéressant pour tout type de pratiquant de sport en prépa physique. Alors comment on s'entraîne? Comment on s'entraîne à la maison d'abord à la maison, puis en salle de sport. Comment on s'entraîne à la maison? Vous pouvez acheter un peu de matos, vous pouvez acheter un TRX, c'est des sangles avec des poignées que vous pouvez attacher à la porte, ça coûte 15-20 € à Decathlon. Vous pouvez acheter des élastiques de différentes résistances, une petite paire d'haltères, un kettlebell. Il n'y a pas besoin de beaucoup plus, au maximum une centaine d'euros, et même sans tout ça, vous pouvez quand même faire des choses. Un petit full body, des squats, des fentes, du strict press, du tirage à l'élastique, des pompes assistées, un peu de gainage, 2-3 fois par semaine, simple. En fonction de combien vous faites de séances par semaine, soit vous faites 3 séries, soit vous faites 4 séries, soit vous faites 5 séries. Le but c'est d'avoir un certain volume à la semaine, 10 à 20 séries par groupe musculaire proche de l'échec, pour avoir un développement à la fois de la force et de la trophicité musculaire. Et si vous êtes en salle, c'est beaucoup plus facile parce que vous allez pouvoir avoir accès à plein de matériel. Et pour commencer, les machines guidées, c'est vraiment cool parce que vous êtes stable, vous avez un peu plus de stabilité, donc vous avez moins peur de vous faire mal. Mais après, c'est vrai que c'est bien de passer sur des exercices dits fonctionnels parce que ce sera plus proche de ce que vous retrouverez à l'Aerox. Donc même principe, un full body, un exercice par pattern. À base de squat, à base de fente, à base de développé militaire, de tirage machine. Vous pouvez même essayer les wall balls et le sled, donc ça c'est super cool. Mon retour d'expérience, concrètement, comment ça s'est passé le jour J? On est allé encourager ma chérie qui passait avant, donc on est resté 5-6 heures debout, c'était horrible. Ça sert à rien d'arriver plus de 2 heures avant en fait, parce que de toute façon vous ne pouvez pas retirer votre dossard avant. Petit échauffement, plutôt mobilité. Mobilité pour se faire du bien, pour se rassurer. On a essayé de nouveau un petit peu le sled, on a essayé un petit peu tout, mais sans se prendre la tête. Je lui ai dit que de toute façon, on partirait tranquille sur le premier run et que ce serait un peu l'échauffement. Elle est partie beaucoup trop fort sur le premier run, donc comme tout le monde, attention. Attention à ne pas partir trop vite, c'est grisant, il y a l'ambiance, mais vous pouvez vite vous faire cramer. Et en fait, ça a roulé, ça a roulé. Moi, je me suis mis à son niveau de course à pied. Je l'ai rassuré. Je lui ai dit, ça va, t'es bien? Oui, oui. Ok, on continue. Ce sera à vous de rester lucide pour compter. Compter à la fois les répétitions, compter les tours de course à pied, guider, parce que c'est vrai que ça peut être impressionnant. Et au moins, votre partenaire a qu'à se reposer sur vous sans souci. Sur la plupart des stations, je faisais 2 tiers, elle faisait 1 tiers, grosso modo. Moi, je voulais juste qu'elle prenne plaisir, qu'elle essaye tout. Mais si elle voulait faire plus, elle pouvait faire plus. Ça nous permettait juste que quand elle était cuite, moi je prenais le relais, elle pouvait souffler. Souvent, je commençais les stations et je les finissais. Comme ça, elle travaillait juste au milieu, puis elle avait le temps de souffler après le run et avant de recourir. Donc, tu n'as pas besoin que ta mère ou ton père soit très performant de partout. Le but, c'est qu'elle puisse courir ces 8 km et qu'elle prenne un max de plaisir. C'est une expérience à vivre en duo, en famille, et je trouve que c'est... Moi, je lui avais offert ça comme cadeau de Noël et ça a vraiment eu l'effet escompté, même encore plus fort parce que elle a pris le maximum de good vibes. Tous les bénévoles, ils étaient à fond avec elle, c'était trop bien. Elle est fière d'elle et elle peut. À quoi il faut faire attention à côté, du coup, c'est la nutrition. Parce que la personne que vous inscrivez à l'Aerox va s'entraîner plus que d'habitude, va porter des charges. Donc il va falloir faire attention, surtout chez le senior, à l'apport de protéines. Il va falloir augmenter autour des 1,5 à 2 grammes de kilo de poids de corps de protéines par jour. Pour quelqu'un de 60 kg, ça fait 90 à 120 grammes de protéines par jour. Ce n'est pas juste un steak par jour qui va faire la différence. Sans ça, il n'y aura pas de récupération musculaire, il n'y aura pas forcément de progrès en force. Et il y a plus de risques de se faire mal et de se blesser. Donc ça ne sert à rien d'augmenter sa charge d'entraînement si la nutrition ne suit pas derrière. Et pareil pour les glucides, si elle commence à faire plus de marche, à plus courir, il va falloir manger un petit peu plus de glucides parce que les glucides c'est l'essence qu'on met dans le moteur. Donc s'il y a vraiment une perte de poids trop importante ou un état de fatigue, soyez vigilant et faites le point avec peut-être un professionnel de l'alimentation, de la nutrition.
Le jour J, l'effort il va durer pour les meilleurs d'entre vous autour des 1 heure et puis pour les moins bons autour des 2 heures. Nous on a mis 1h40. Donc c'est un effort qui est relativement long. Pensez à manger. On avait pris des pâtes de fruits et pensez à boire. Et buvez pas le Red Bull qui vous donne sur place parce qu'à l'effort, le Red Bull c'est pas ouf. Il y a beaucoup trop de caféine, surtout si vous n'avez pas l'habitude d'en consommer. Donc restez bien à l'eau claire. Petite pâte de fruits, petit gel énergétique, ce sera très bien. Les salles elles sont un peu mal ventilées, donc attention au risque d'hyperthermie. N'hésitez pas à souffler un petit peu, hein. Faut pas mourir de cette expérience, vaut mieux que ce soit une belle expérience qu'un drame. Donc voilà comment on s'y est pris nous en 6 mois de préparation. Des petites douleurs par-ci par-là, un peu de stress, mais globalement tout s'est bien passé. Et au final, l'objectif c'était pas le chrono, c'était de kiffer, de prendre un max de plaisir ensemble, et c'est le cas. Donc si vous avez envie de vous lancer, dites-le en commentaire. Et si vous voulez des plans plus détaillés, des accompagnements, vous savez où me trouver. Allez, ciao!